bonsoir et bienvenue dans cette émission en toute vérité, une émission d'actualité et de débat en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité au sein du Parti communiste unifié. Vous savez, il s'est tenu un congrès de ce parti du 11 au 14 novembre 2020. Et pour en parler, qui d'autre si ce n'est un conseiller général au sein de ce parti cinquantenaire, un parti cher à Antoine Gizenga-Fongi. Il s'agit de M. Bitini Talaba ou de la Sienne qui est ici présent avec nous. M. Bitini Talaba ou de la Sienne, bonsoir. Bonsoir, M. Nathan. Oui, je rappelle aussi que vous êtes conseiller administratif et financier au sein de la CNPR. Non, directeur administratif et financier de la CNPR. Oui. Merci pour cette précision détail. Nous allons commencer par cette actualité. Vous êtes un haut cadre au sein du Parti communiste unifié. Je l'ai dit tantôt, conseiller général de ce parti politique. Vous venez d'organiser un congrès tout récemment qui s'est tenu au centre Nganda du 11 au 14 novembre dernier. Et vous avez, il y a eu beaucoup de conclusions qui s'est dégagées dans ce congrès. Et la grande conclusion est que vous avez porté à la tête de ce parti politique M. Willy Makiachi comme chef de ce parti politique. Mais avant d'entrer dans le fond du problème, dites-nous quelle est la santé de ce parti politique quelques jours après la tenue de ce congrès. Oui, merci M. Nathan de m'avoir posé cette question qui est très très capitale à l'entrée de cette entrevue. Tout le monde se souvient de 2 décès que nous avons connus au sein du Parti communiste unifié. Nous avons en premier lieu perdu le patriarche Antoine Gizenga, qui avait dirigé les partis depuis 1964. Vous le savez, dans quel contexte qu'il avait pris la tête du parti. Et si vous vous souvenez, c'est après les premiers congrès du parti qui avaient eu lieu en 1964. Alors, qui étaient les participants de ces congrès? Vous le savez, bien sûr que ce sont les différents leaders des partis nationalistes de l'époque qui se sont réunis pour donner la voix, juste après la mort de Lumumba, bien sûr. Ils se sont réunis pour mettre toutes les énergies ensemble pour commencer la lutte qui devait déjà avoir lieu contre les pouvoirs impérialistes de l'époque qui étaient chapeautés par le feu maréchal Mobutu. C'est dans ces contextes-là que le patriarche Antoine Gizenga avait accédé au pouvoir pour diriger le parti communiste unifié. J'ai fait un petit rétro par rapport à l'histoire pour faire comprendre à toutes les personnes qui vont nous suivre. Après la prise du pouvoir par M. Antoine Gizenga, à l'époque, juste après, c'était la dictature qui avait commencé avec le feu maréchal Mobutu, qui a dirigé le pays avec la main de fer. À partir de ce moment-là, il était pratiquement impossible que la démocratie puisse prendre l'élan qu'elle avait commencé après les indépendances. Ce qui a fait que tout le parti d'opposition, les leaders de tous ces partis étaient pourchassés, soit poussés à aller en exil, soit tout simplement abattus par le président Mobutu. C'est ainsi que nous avons vu le patriarche, lui aussi, avait pris le chemin de l'exil. Oui. Les partis n'ont plus fonctionné depuis ce temps-là. Malgré son exil, il a œuvré dans l'ombre, il a travaillé, mais il avait continué à diriger les partis jusqu'à l'avènement de la démocratie en 1990. Il est revenu au pays, il a commencé à relancer les activités du parti. Donc, pour revenir au congrès que nous avons tenu du 11 au 14 novembre, c'est le 2e congrès du parti communiste unifié depuis sa création. Donc, le premier congrès, c'est celui qui avait eu lieu en 1964 et le 2e qui est intervenu 56 ans après le décès du patriarche Antoine Gizenga. Donc,
Nous avons tenu ces congrès dans des circonstances particulières. Les congrès avaient un seul objectif, c'est mettre en place de nouveaux leaders pour arrêter avec cette crise de légitimité au sein du Parti communiste unifié. Nous devrions en principe voter le secrétaire général du parti, chef du parti, et puis voter comme innovation les deux secrétaires généraux adjoints. Ce qui a eu lieu et ce qu'on avait fait à partir de ces congrès. Nous avons avec succès voté le camarade Willy Makiash comme secrétaire général du parti. Il remplace, il succède le patriarche Antoine Kizenga. Parce que nous avons eu des secrétaires généraux à l'intérim, notamment notre camarade Louis Kizenga, qui avait remplacé son père, qui avait succédé son père, mais il était le secrétaire général à l'intérim. Après sa mort, nous avons aussi, par l'entremise des membres du bureau politique, désigné les camarades Sylvain Ngabou Chungu comme le deuxième secrétaire général adjoint après la mort de Louis, qui avait une mission d'amener le parti au congrès, qui devait mettre en place un secrétaire général qui devait succéder plutôt à Antoine Gizenga Fonji. Alors très bien, avant d'entrer dans le fond de notre sujet, parlons un peu de Willy Makiashi qui a pris la succession d'Antoine Gizenga 5 ans, 6 ans après en tant que deuxième secrétaire général de ce parti. Est-ce qu'il a l'étoffe, les épaules pour porter à bout de bras le combat, la vision qu'avait Antoine Gizenga, qui est le leader incontesté, incontestable de ce mouvement politique? Oui, le camarade Willy Makiashi, je pense que beaucoup de Congolais ne le connaissent pas très bien. C'est un fils du parti, c'est-à-dire il est né politiquement dans les partis. Actuellement, avant de devenir secrétaire général du parti, il fut conseiller général. Mais avant cela, il a aussi été secrétaire permanent du parti, porte-parole du parti depuis longtemps. Et après, récemment, il était le ministre du Travail, le vice-premier ministre et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Donc c'était un juriste de formation. Il est né en 1967, donc il est déjà mature. Il peut vraiment amener les partis communistes unifiés très très bien. Alors, on dit que Willy Makiashi, il est porté par maman Anne, qui est l'ex-femme d'Antoine Gizenga. Comment comprenez-vous? Parce que c'est lui qui le pousse tout le temps derrière le combat pour le pousser des vous. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a la caméra de la RTNCD était là du début jusqu'à la fin des événements, donc du mercredi 11 jusqu'au samedi 14. Et je crois que votre caméra garde des images, des témoignages très très forts. Ce n'est pas une personne qui est portée par Madame Anne Gizenga. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler encore Madame Anne Gizenga, mais ce n'est pas la maman qui porte Willy Makiashi, c'est les militants et les militantes du Parti communiste unifié qui avaient porté au fort que notre camarade Willy Makiashi devient le secrétaire général du parti. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. On ne peut pas mettre à la place une personne qui n'a pas de charisme, une personne qui ne saura pas défendre le parti. On a mis un jeune cadre du parti qui a déjà prouvé dans les temps qu'il était capable de briguer à ces postes-là. Alors, revenons maintenant à la crise dont vous parlez, vous faites mention il y a un instant. Comment expliquer qu'avant le déroulement de ce congrès, on vous a refusé la tenue de ce congrès par le ministère de l'Intérieur? Bon, là, nous ne savons pas si c'est le ministère de l'Intérieur qui avait interdit l'accès aux militantes et aux militants du Palou dans à l'enceinte de Centre Nganda. Nous ne savons pas qui avait donné l'autre, mais ce que nous avons remarqué sur le terrain, c'est le général Kassongo qui avait mis des policiers à la porte d'entrée,
que les congressistes ne puissent pas avoir l'accès à l'enceinte du centre Nganda. Mais nous avons tout simplement constaté qu'il y avait une mauvaise foi de nos amis qui n'ont pas voulu s'associer à nous, notamment ceux qui sont en train de garder la permanence du parti au niveau du pont Matete. Donc, nous, depuis que le patriarche Antoine Gizenga était mort, il était question d'organiser les congrès pour qu'on puisse désigner par la voie démocratique les successeurs d'Antoine Gizenga Fundji. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez constaté tous ici qu'on avait désigné à titre de l'intérim M. Lugi Gizenga, qui avait succédé à son père, pour amener les partis au congrès. Et c'est dans ces cadres-là qu'il a organisé la tenue de ces congrès. Malgré ça, lui aussi, il a fini par partir. Il est mort avant la tenue du congrès. Alors, il y a eu un Moussen parti juste après sa mort. Qu'est-ce que nous avons constaté? Et vous, et les communs des mortels l'avaient constaté. Il y a une partie, notamment la partie conduite par le camarade Mayobo, qui voulait à tout prix prendre le pouvoir par la force. Or, vous le savez, au sein du parti Lumumbiste unifié, si les secrétaires généraux meurent, la seule façon de les remplacer, c'est à partir du Congrès qui est l'organe souverain du parti. Mais selon certaines indiscrétions, c'est le camp de Mayobo qui est légitime et légal. Parce que c'est ce camp-là qui détient la permanence du parti. Vous êtes mis en marche de ces... Non. C'est là où je vais atterrir. Allez-y. Oui, le camp de Mayobo n'est pas souverain. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme à l'époque avec Lugi Gizenga, ce sont les membres du bureau politique qui désignent quelqu'un qui peut gérer les partis pendant un moment donné, au fin d'atterrir à la tenue du congrès et puis à l'élection du secrétaire général pour remplacer les patriarches. C'est ce qui était convenu. Avec Lugi était désigné par les membres du bureau politique. Maintenant, quand Lugi meurt, il était aussi question que les membres du bureau politique se réunissent pour désigner une personne qui peut jouer le rôle du secrétaire général à l'intérim. C'est ce qui avait eu lieu et à la désignation, on a voté, parce que ça se passe par le vote. Alors, on a voté M. Sylvain Ngabouchungo comme le secrétaire général à l'intérim. Tous les membres du bureau politique qui étaient présents, ils étaient au nombre de 12. Et sur les 12, lui, il a récolté 8 voix. Donc, la majorité l'avait élu. Tout le monde qui était présent avait signé au procès verbal. Notamment les camarades Mayobo et les autres qui étaient là avaient signé dans les procès verbal. Donc, en signant dans les procès verbal, ils ont accepté que M. Sylvain Ngabou était devenu le secrétaire général à l'intérim. Chose curieuse, après un moment donné, ils se sont rétractés. Vous avez vu, Mayobo a commencé à prendre les devants, c'est comme si c'est lui qui était le secrétaire général à l'intérim, tout ça. Et son plus grand problème est celui-là. Il veut prendre le pouvoir par la force parce qu'il sait que les congrès, lorsque le congrès va se tenir, personne ne va l'élire. Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas crédible. Oui, vous le savez qu'il a, depuis un bon bout de temps, travaillé à côté du patriarche. Et il était désavoué. Vous savez, c'est une personne impopulaire. Il n'a jamais été élu. Il était candidat ici à l'élection, mais on ne l'a jamais voté. Alors, sa façon de faire les choses n'est pas acceptable par les grands partis unifiés. C'est ainsi qu'il se comporte comme ça. Parce qu'il y avait la perspective de la tenue du congrès où on devrait voter le secrétaire général, mais qu'est-ce qu'il lui a manqué de patienter s'il était crédible et c'était sûr de gagner et de devenir le secrétaire général du parti, de briguer le mandat, de déposer sa candidature pour devenir secrétaire général. Il savait que ça n'allait pas marcher. C'était ainsi, il a tout fait avec son groupe, ils ont manigancé pour que les choses ne marchent pas, qu'il tourne toujours à côté de la vérité. Mais du moins, c'est le camp qui est reconnu au ministère de l'Intérieur. C'est le camp de Le Palou dirigé par, du moins,
provisoirement par Mayobo, qui est reconnu ministère de l'Intérieur. Vous, de votre côté, vous avez organisé le congrès dans l'illégalité. Non, non, non. Mais si vous êtes bien informé, le ministère de l'Intérieur ne reconnaît pas les partis politiques. Oui, oui. Les partis politiques sont des faits privés. Vous le savez néanmoins. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons fait? C'était dans le cadre de concilier tout le monde. Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait réuni les deux ailes du parti, notamment nous qui sommes à la 4e rue. Bon, il y a quelque chose que j'allais plutôt expliquer d'abord. La 4e rue, pourquoi les secrétaires généraux, pourquoi les secrétariats généraux siègent à la 4e rue? Vas-y un peu vite. Oui. De tous les temps, de l'histoire du Parti Lumumbiste unifié, le patriarche Antoine Gizenga Fungi, qui fut le secrétaire général du parti, Lumumbiste unifié, n'a jamais eu de bureau à la permanence du parti. Si vous vous souvenez, il a toujours travaillé souvent chez lui. C'est là que le secrétariat général du parti était érigé. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous aussi, parce que la maison, c'est son bien privé, on ne peut pas aller siéger dans sa parcelle privée. Nous avons pris soin de louer une maison à côté pour que le secrétaire général du parti puisse siéger. Et la permanence est restée toujours la même, celle du Pomatété. Donc c'est comme ça. C'est ainsi que les gens interprètent tellement les choses. Ils croient que nous avons fui les Pomatété pour s'abriter sur la 4e rue. Non, la 4e rue, c'est le secrétariat général du parti. C'est comme ça qu'Antoine Gizenga avait géré le parti. Lui, il n'a jamais siégé, il n'a jamais eu de bureau au Pomatété. Le Pomatété, c'est plutôt le bureau du secrétaire permanent, porte-parole du parti et les autres membres du bureau politique. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc, nous sommes sûrs que là, comme nous avons tenu le congrès, nous avons les secrétaires généraux du parti, les remplaçants directs de M. Antoine Gizenga. Nous allons continuer la suite jusqu'à récupérer le Pomatété et que les membres du bureau politique puissent siéger au Pomatété. Alors, il y a une autre fille maison qui conteste les conclusions du congrès que vous avez organisé. C'est Dorothée Gizenga. Oui. Pourquoi? Bon, Madame Dorothée Gizenga, je crois que vous n'avez pas assisté à des différentes matinées politiques que les partis de Lumumbiste avaient tenues. Elle était là. Quand est-ce que Madame Dorothée Gizenga apparaît dans la scène du Palou? C'est après le décès d'Antoine Gizenga Fungi. Qui est son père? Qui est son père. Son frère biologique, qui est Louis Gizenga, l'avait désigné comme présidente de l'organisation du Congrès. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle est connue dans les partis. Oui. Elle avait déjà commencé à travailler jusqu'à ce que son frère meure et nous nous retrouvons maintenant à la 4e rue. Oui. C'est elle qui avait lancé l'opération de collecte de fonds pour l'organisation du congrès. J'ai des images, si vous en avez besoin, on peut me vous balancer. Donc, c'est elle qui avait lancé les opérations de collecte de fonds pour l'organisation du congrès. C'est elle qui était dans la marmite même de l'organisation du congrès. Toutes les données que nous avons utilisées à la fin pour les congrès, c'est elle qui a produit ça. Mais, pourquoi elle a quitté le navire? Oui, le navire, elle a quitté, je crois que vous le savez, c'est tout le Congolais qui le sait. Elle a quitté le navire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une enveloppe que le chef de l'État avait mis à la disposition du Parti Lumumbiste unifié pour l'organisation du congrès. Qu'elle a détourné ou comment? Bon, on ne peut pas parler de détournement, mais la seule chose que nous savons, quand le secrétaire général à l'intérim, Sylvain Ngabou, l'avait posé la question pour savoir comment il avait affecté cet argent-là, c'est là où le conflit a surgi. Donc nous n'avons pas compris. Quand on l'avait seulement posé la question de nous balancer l'affectation de $50,000 et de 25,000 autres qu'on avait cotisés au secrétariat général du parti, c'est là où a commencé le problème. C'est là où elle s'est retirée. C'est là où elle n'est plus venue à la 4e rue pour la suite.
Et on a vu seulement dans les ondes, dans les réseaux sociaux, qu'elle a organisé une conférence de presse demandant qu'avant qu'on puisse faire, que les congrès puissent se tenir, qu'ils puissent réunir tous les ailes du parti pour un seul congrès. Chose qu'on n'a pas compris, chose qu'on n'a pas acceptée, parce qu'avant, il y a Madame Jeannette Kabila, qui dans les temps, je crois 2 mois ou 3 mois après la crise, qui avait cherché à réunir tout le monde, notamment les camps de Mayobo et la 4e rue, chose qui n'a pas marché. La même chose, il y a eu un protocole d'accord qu'on avait signé et que nos amis du côté de Mayobo qui avaient aussi signé, mais après, ils se sont rétractés de nouveau. Ils n'ont pas voulu accepter toutes les résolutions qui étaient arrêtées à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Donc c'est là où les choses se sont brûlées. Oui. Alors on peut dire que maintenant, Dorothée Gizenga qui appelle à l'unité de tous les filles et filles de quelque part, ce soit du Palou, de 4e rue, de Pomatété, maintenant cet appel-là ne vaut plus rien. Non, nous, on n'a plus rien à voir avec tout ce qui se passe là à côté. Nous avons un secrétaire général, un remplaçant de Gizenga. Vous le savez, les congrès là s'est tenu dans une situation très particulière. Oui. Nous avons, d'ailleurs, pour votre information, monsieur le journaliste, au Congo, il n'a jamais eu un congrès comme celui-là. Allez-y. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons des congressistes qui sont venus de toute l'étendue du pays. Vous connaissez Kambov? Kambov, vous connaissez ça? Expliquez-nous. Ouais. C'est un territoire au Katanga. Mais nous avons eu des congressistes qui sont venus de Kambov, de Kolwezi, de Bukavu, d'Uvira et de tous les coins et les recoins du Congo pour venir voter. Seulement ces gens-là ont payé leurs billets d'avion. Il y a ceux qui ont payé les billets de véhicules pour venir élire un secrétaire général, les remplaçants de Antoine Gizenga. Mais pourquoi il était seul, Makiachi? Pourquoi c'était le candidat unique? Bon, on n'a pas eu d'autres personnes qui ont postulé. On a vu seulement lui seul. Dictature qui s'installe. Non, c'était... Non, la dictature n'a pas lieu, n'aura aucun espace au sein du parti. Non. Vous avez vu, c'est passé aux vies et aussi de tous. Oui, on était là dans la salle, on a passé la nuit. On était là, on attendait, on a demandé qui sont les candidats. D'ailleurs, ce n'est pas Willy Makiachi lui-même qui avait brigué sa candidature. C'est un Prosec, un membre, un militant du parti venu de Kolwezi qui avait demandé qu'on puisse avoir un bureau composé du camarade Willy Makiachi, secrétaire général du parti, du camarade Die Mazenga Mukanzu, secrétaire général adjoint du parti, et du camarade Kiluba, le secrétaire adjoint aussi du parti. C'est un ami, un prosec de Kolwezi qui avait cité leur nom, et c'est ainsi que tout le monde avait acclamé, mais pour rendre les choses plus claires, pour revenir sur la droite ligne, on a demandé si ces gens-là pouvaient postuler et puis on allait les voter. C'est ce qui s'était passé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un malaise profond au sein de ce parti cher Antoine Gizenga, un parti qui est toujours unifié, parce qu'on voit des poids lourds de ce parti politique qui n'était pas là. On voit l'ancien ministre de Mines, Kabelou, n'était pas là. L'ancien ministre Memas n'était pas là. Le monsieur Kimasa, qui était aussi un ancien secrétaire permanent, chef du parti, qui n'était pas là aussi. On voit des grands noms qui ont fait la pluie et les beaux temps de ce parti politique qui n'était pas là. On peut dire quoi? Qu'est-ce que peut-on comprendre de tous ces accents-là? Bon, tous les noms que vous avez cités, ce sont des personnes qui sont autour de Mayobo. Sauf monsieur Kimasa. Lui, il était là dans la salle. Il était d'ailleurs à côté de moi. Oui. On était tous... on était des voisins avec lui. Lui, il est sorti seulement quand il a constaté que les choses allaient se préciser sur l'élection de Willy Makiachi. Il n'a pas accepté, mais c'est la démocratie. Mais il était là.
Donc, tous les autres que vous avez cités les noms, ce sont les gens qui soutiennent Mayobo dans ses aventures. Mais on a vu aussi des partis frères qui étaient, je sais pas, qui étaient invités à ces grandes assises, les gens du FCC, on a vu les Némi, on a vu le professeur, le pasteur Mokalou et tant d'autres. Que peut-on comprendre? Vous avez eu l'appui de gens du FCC? Et bon, vous le savez que la tenue du congrès pour la journée du mercredi où l'événement devrait passer, vous avez parlé de l'empêchement qui avait eu lieu le mercredi. Oui. C'est à la suite de cet empêchement-là que vous avez eu seulement ces quelques invités que vous venez de citer. Il était prévu qu'il y ait même des officiels du gouvernement. Ils ne sont pas venus. De ministres et amis du parti, même des ambassadeurs. Ils ne sont pas venus parce qu'on nous avait empêché. La journée d'ouverture n'était pas claire. Il y a eu des tensions, tout ça. C'est ainsi que vous avez vu que la plupart des invités ne sont pas venus. Mais il y avait vraiment un grand nombre de gens. On avait même invité nos amis de l'UDPS qui ne sont pas venus, tout ça. Donc, le peu là qui sont venus, c'est juste ceux qui avaient vraiment plus confiance en nous, qui savaient qu'on allait réussir l'événement, parce que la majorité des invités ne sont pas venus. Donc on peut conclure qu'il n'y a pas un camp contre l'autre, le Palou est un et restera uni comme tel que Antoine Gizenga l'a laissé. Oui. Il n'y a pas un camp contre un autre parce que vous le savez, il y avait une crise de légitimité au sein du parti. Nous avons résolu le problème. Nous avons maintenant un secrétaire général qui est soutenu par tous. Tous ceux-là qui sont en train de dire n'importe quoi ici, Palou, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que nous, ceux qui sont venus représenter les partis ici à Kinshasa, ce sont des secrétaires provinciaux. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils disent qu'ils vont organiser les congrès, avec qui? Avec quels secrétaires provinciaux? Parce que nous avons eu des secrétaires provinciaux de Boulungu, de Kikwit, de Diofa, de Bungu, de Kolwezi, de Bandoulouville, de tous les Congos. Mais quand ils disent qu'ils vont organiser les congrès, avec qui? Avec les Quinois? Non, les partis lumumbistes n'est pas seulement les Quinois. C'est tous les Congos du monde entier d'ailleurs. Nous avons vu des amis qui sont venus de Londres. Nous avons vu des amis qui sont venus de l'Afrique du Sud. Et ils vont organiser les congrès avec qui? Non, ce sont des amis qui ne voulaient pas que les choses marchent dans la démocratie. Mais nous avons fait en sorte que les choses reviennent sur les rails. Et maintenant, nous sommes en train d'aller de l'avant. Vous allez voir quand le camarade Willy Makiachi va prendre les choses à main, tous nos amis, ils vont se calmer. Peut-être qu'ils vont venir revenir sur le bon sens. Il va tabler sur quoi? Quelle est sa philosophie, son impact qu'il va mettre pour un peu donner un peu de l'envol à ce parti qui devenait de plus en plus réduit aux querelles byzantines? Bon, vous le savez que le parti Mouvement Unifié aujourd'hui a totalisé 56 ans. Oui. C'est un parti cinquantenaire. Oui. Le parti en soi est plus vieux que les camarades de Willy Makiachi. Oui. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un parti où on peut venir un jour au lendemain dire n'importe quoi, non. Donc, nous avons des bases solides. J'ai cité ici les délégations d'où elles étaient venues. Donc, ça prouve que c'est un parti qui a une assise sur toute l'étendue du pays. Le parti lumumbiste va renaître de nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons des générations qui sont en train de partir. Vous avez vu le patriarche Antoine Gizenga Fonge est parti. Et tous les vieux là, les Makina et Conso, les Mayobo et les Sylvain Ngabou, les secrétaires Aïe qui venaient de céder sa place, il est déjà à vie. C'est une classe politique qui est vieillissante. Maintenant, avec Willy Makiachi, il y a un vent nouveau qui va relayer dans le parti. Très bien, conseiller général. Nous allons terminer sur ce dossier. Nous prenons un peu votre casquette. Hein. Vous êtes aussi directeur administratif et financier au sein de la CNPR. Dites-nous en deux petits mots, quelle est la situation actuelle de la CNPR? Parce qu'on ne sent vraiment pas la CNPR sur les artères de la capitale, de toute la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la CNPR, c'est la Commission nationale de prévention routière. C'est un service public
C'est une institution qui s'occupe des balisages de nos routes, de nos voies routières. Oui, donc nous sommes attachés au ministère du Transport, nous sommes comme la suite du cabinet du ministère du Transport. Alors, dans notre mission, nous avons la mission d'élaborer la politique concertée de la sécurité routière et de les proposer au gouvernement congolais. Donc, c'est ça notre travail. À part ça, nous sommes là pour baliser. Baliser, ça signifie quoi? C'est faire parler la route en implantant des panneaux de signalisation, en faisant des marquages au sol et en implantant des panneaux lumineux. Donc ça, c'est notre travail. Et en dehors de ça, nous faisons quoi encore? Nous procédons à la sensibilisation de tous les usagers de la route, de telle sorte qu'ils comprennent et qu'ils puissent mettre en pratique le code de la route. Donc ça, c'est notre travail que nous faisons au quotidien. C'est un service qui souffre beaucoup parce que dans le budget de l'État congolais, on a toujours négligé les services, n'a jamais obtenu des financements adéquats. Vous ne pas sur le terrain parce que des panneaux ne fonctionnent plus, les marquages au sol effacés et la route, route ne parle pas. Oui, monsieur le journaliste, la signalisation coûte beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens. Beaucoup d'argent. Mais nous, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que je suis en train de dire. Les services n'est pas financé à 100%. Ici, nous avons trouvé une situation un peu particulière. Nous sommes en train de travailler dans le budget actuel de l'État congolais, dans le projet de loi budgétaire 2021. Nous avons travaillé et nous avons proposé, nous avons sollicité un crédit conséquent pour permettre à ces services de pouvoir être un peu visibles sur le terrain. Donc nous attendons qu'on puisse voter les budgets au niveau de l'Assemblée nationale. Ici aussi, je vais par cette opportunité que vous me donnez, demander à l'ECOFIN de savoir que tous les députés roulent sur nos voies routières. Il y a un service qui existe qui s'appelle la Commission nationale de prévention routière qui fait les balisages des routes qu'ils utilisent. Oui. J'attire leur attention pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil au ministère du Transport, au budget réservé au ministère du Transport, à la rubrique réservée à la Commission nationale de prévention routière, de voir qu'est-ce que nous avons demandé comme enveloppe et s'il y a possibilité de réajuster, qu'ils ne réajustent pas. Cet argent-là va servir à sauver des vies humaines. Vous savez que quand le balisage de la route, quand vous avez des panneaux de signalisation, des feux de signalisation, les marquages au sol remarquables, nous allons épargner des vies humaines. Alors, vous avez dit que vous êtes aussi un service du ministère du Transport. Dites-nous un peu comment se porte le transport en RDC. Oui, le transport se porte bien? Oui, bon. D'une manière générale. En général. Depuis que vous mettez un peu l'eau à la bouche, depuis que le ministre du Transport, Didier Mazenga, est à ce poste, qu'est-ce qui a changé? Bon, depuis que le ministre actuel du Transport, son Excellence, Maître Didier Mazenga Mukanzu, chapeaute ce ministère, les transports se portent très bien. Pourquoi? Parce que vous le savez qu'avant son avènement à ses fonctions, vous le savez qu'on a connu beaucoup d'accidents. Il y avait beaucoup de noyades, de naufrages plutôt des bateaux, beaucoup de déraillements des trains, beaucoup d'accidents. Et le dernier, je crois, l'accident qui avait eu lieu en Bazangoumou, si je ne me trompe pas, juste après que le président Antoine Tshisekedi Tshilombo ait accédé au pouvoir, il y a eu beaucoup de morts qui sont morts brûlés, calcinés, tout ça, mais depuis que le ministre des Transports actuel est au pouvoir, il a essayé de réglementer beaucoup de choses. La situation est redevenue calme. Alors, nous avons constaté seulement qu'il est en train de fournir beaucoup d'efforts dans son secteur, notamment avec nous, la CNPR. Il a signé beaucoup des arrêtés, il nous pousse toujours à aller de l'avant, de telle sorte que nous soyons visibles sur les terrains. Nous avons vu aussi avec Transco. Le renouvellement du charroi de avec Transco, nous avons reçu le mois passé les premiers lots de 110 bus. Je crois le 26 aussi, on va recevoir le deuxième lot de 110 bus. Ce lot-là ira jusqu'à 440 bus
Et il y a aussi 260 autres bus Mercedes qui vont venir de l'extérieur du pays. Mais là aussi, c'est là où notre autorité de tutelle se bat bec et ongle pour avoir aussi la qualité des conducteurs, des chauffeurs. Ça pose beaucoup de sérieux problèmes avec les chauffeurs des transports. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier. Je ne sais pas si c'est hier ou bien avant-hier. Ici, à l'entrée de l'IFASIC sur le boulevard du 30 juin, il y a un bus Transco qui est entré en collision avec un minibus IAS qui transportait les écoliers. Donc, ça nous a fait très mal. Et puis, le chauffeur, tellement qu'il est irresponsable, il a pris la fuite avec les bus. Donc, le ministre est en train de taper la main sur la table, de telle sorte que la nouvelle acquisition de bus que nous avons eue soit accompagnée aussi de nouveaux acteurs, notamment les chauffeurs qui sont des acteurs principaux dans les transports publics. Les chauffeurs, ici d'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train d'organiser le recyclage des automobilistes. C'est notre attribution de la CNPR. Donc, nous avons déjà commencé à faire les recyclages avec des entreprises privées, éparpillées, même étatiques. Mais avec Transco, c'est par insistance du ministre. Le ministre dit ceci, il ne peut jamais remettre ce nouveau bus à la société sans pour longtemps se rassurer que les chauffeurs qui vont conduire ces bus-là seront bien formés. Donc, il nous revient, nous la CNPR, nous avons récupéré la situation par son entremise. Nous allons faire le recyclage de tous les conducteurs de ces bus-là, et ainsi que nous allons les mettre à la disposition de l'entreprise Transco. Donc, le ministère du Transport se porte très bien. Le ministre est en train de faire beaucoup d'exploits pendant une année. Vous vous souvenez que le gouvernement actuel est né au mois d'août de l'année passée. Donc, ça fait une année et 2 ou 3 mois qu'il existe, ce gouvernement que le ministre a fait des réalisations que l'État congolais n'a pas pu le faire pendant 40 ans. Par exemple, l'acquisition de la nouvelle drague pour la CVM. Terminé là-dessus. Donc, depuis 1974, si je ne me trompe pas, depuis 1974, la CVM, la compagnie, la congolaise des voies maritimes, n'a jamais eu de drague. Il y a des dragues que ceux qui l'ont précédé faisaient louer à la société. Des dragues qui allaient dans des 40 millions d'euros. Mais or, pour acheter une drague neuve, ça coûte 25 millions d'euros. Et l'acquisition que nous venons d'avoir, on a acheté une drague d'occasion à 10 millions d'euros en Argentine. Donc voilà un ministre qui vient, qui trouve beaucoup de services du ministère des Transports en souffrance, mais il résout les problèmes. Il commence par faire des rachats de matériel important qui vont mettre en valeur notre service, les différents services du ministère des Transports, notamment aussi avec nous, la CNPR ici. Depuis que ce service est créé, ça fait depuis 1978, ça fait 42 ans que le service est créé. Mais la première traceuse, la machine qui sert à tracer, à faire le marquage au sol, on venait de l'acquérir ici au mois de février 2020, toujours par l'entremise du ministre du Transport et des Voies de Communication. Avec un peu de volonté, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Un grand service comme celui-ci qui a 42 ans d'existence, mais qui reçoit des premiers matériels du travail, des outils du travail 42 ans après, par une personne qui vient au pouvoir à peine 6 mois, 8 mois, 3 mois, il résout les problèmes. Donc, nous avons un ministre qui est jeune dans son esprit et qui est un très grand entrepreneur. Très bien. Merci, c'est le réveil du géant au ministère du Transport. Merci, M. Bitini Talaba Donatien, pour cette très belle interview. Alors, un petit mot de la fin pour conclure. Vous avez des termes à donner? Je vais parler seulement du Palou. Nous voulons que les amis qui sont peut-être déçus, c'est la loi de la démocratie, il faut faire un peu de recul, revenir sur le bon sens, parce que le parti Lumumba unifié, c'est un patrimoine. Donc ça, c'est un patrimoine. Nous voulons que tout le monde puisse se souder le coude pour amener ces partis de loin, un jour que nous puissions diriger ces pays. Parce que nous avons constaté depuis le temps, quand un cadre du parti Lumumba unifié gère une entité, il n'y a que des bonnes choses qui se passent là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Bitini Donatien Talaba, pour ces éclairages au sein
en ce qui concerne le congrès du Parti Lumumbiste Unifié. Vous nous avez aussi éclairé sur la CNPR et ainsi que les réalisations au sein du ministère de Transport et voies de communication. Encore une fois, merci de votre intervention. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue et particulière dans cette émission en toute vérité. Restez branchés, la suite au prochain niveau. Au revoir.